À Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, un bâtiment abritant un complexe maquis situé en bordure de mer s'est écroulé. L'incident s'est produit mercredi dernier. Selon les témoins, il y aurait 2 victimes, dont un mort. Ils ont perdu les élections municipales à Djamé. Leurs partisans mécontents se sont livrés à des actes de violence. Les candidats malheureux, au nombre de 5, appellent à l'apaisement. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets aura lieu aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. Bonjour à tous, merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Avant de développer ces titres, sachez qu'à partir du 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région du Tonkpi. C'est sa 2e visite dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. Une visite attendue par les populations qui se mobilisent pour la réussite de l'événement. Et l'un des faits majeurs de cette visite est la tenue d'un conseil des ministres sur place dans le Tonkpi. Je vous le disais, ils étaient candidats au municipal dans la circonscription d'Agamé. Leur échec au scrutin du 21 avril dernier n'est pas accepté par leurs partisans qui se sont adonnés à des actes de violence qui ont entraîné la fermeture de la mairie. Eh bien, pour amener la calmie dans la commune, ces candidats malheureux, au nombre de 5, ont appelé à l'apaisement. Léon Brou, reportage. Mairie d'Agamé, district d'Abidjan, ce vendredi. La cour est vide de son monde habituel. Pas même un agent municipal ni le maire à son poste. Les indiscrétions confient que ce calme dure depuis la proclamation par la commission électorale indépendante des résultats des élections municipales du 21 avril dans cette commune. À l'origine, une protestation de population contre la victoire du candidat du RDR, le maire sortant Issouf Sila. Sur la question, Soumaoro Farikou, Sekou Balo, Bakary Fofana, Diakona et Dompe Léon rejettent toute responsabilité. Ces 5 candidats indépendants, tous déclarés vaincus, expliquent que les populations manifestent d'elles-mêmes leur mécontentement et les s'insurgent contre la violence et appellent à l'apaisement. C'est le lieu pour nous d'appeler cette population au calme, à la retenue et à la sérénité, car la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de troubles en ce moment. Reste donc que cet appel soit entendu pour que rouvre la mairie d'Adjamé, dont la fermeture occasionne certainement de nombreux désagréments aux usagers. Et justement, une accalmie qui devra aussi permettre aux populations d'Agamé de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et on prend maintenant la direction de la primature, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé 2 audiences. D'abord au directeur général adjoint des Ciments d'Abidjan. Ce dernier a informé le chef du gouvernement que le groupe va accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Le second entretien a eu lieu avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission en Côte d'Ivoire, Evelyne Debazigua. La Société des Ciments d'Abidjan a plusieurs projets en Côte d'Ivoire, notamment la construction d'une unité de production de ciment. C'est pour faire le bilan de ces projets que le directeur adjoint des Sociétés des Ciments d'Abidjan, Pierre Amida, a rencontré le chef du gouvernement. Les réalisations que nous sommes en train de faire, c'est la nouvelle unité de production de ciment dont la première tranche sera de 700 000 tonnes et qui devrait être opérationnelle à la fin de l'année. Et la prochaine, qui portera celle-ci, à 1 400 000 tonnes. La première tranche fera à peu près 25 milliards de francs CFA et créera à peu près 250 emplois. Autre personnalité à être reçue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce vendredi, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Jamal Bakor Balkaror, qui est venu faire ses adieux au chef du gouvernement. Son Excellence Jamal Bakor Balkaror a représenté son pays en Côte d'Ivoire pendant plus de 5 ans. Il a remercié les autorités ivoiriennes pour l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a célébré hier la journée mondiale de la propriété intellectuelle, occasion pour plusieurs inventeurs ivoiriens d'exposer leurs œuvres à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On y va avec Noël Niagno. Une boyeuse baptisée Dagri du nom de l'inventeur. Elle est compacte, polyvalente, mobile. Juste à côté, une dame couverte de médailles, 5 au total, dont 2 en or. Pour l'efficacité de ses inventions, une solution contre le cancer, l'autre
contre l'anémie. J'ai fait des médicaments pour soigner quelques pathologies comme le diabète, le cancer et puis la purification du sang et corriger l'anémie. Donc c'est tout ça qui ont obtenu ces prix, 2 médailles d'argent, 2 médailles d'or, 1 médaille en bronze. En plus de ces 2 inventeurs, une dizaine d'autres ont exposé le fruit de leurs inventions couvrant tous les secteurs d'activité. Ces inventeurs attendent une chose, le soutien de l'État, et le président de la Fédération des inventeurs précise. Il y a une centaine de brevets qui sont des brevets pertinents. Mais ces brevets-là, on peut en sélectionner une dizaine qui peut être sous forme de projet finançable bancable. L'État ne peut prendre que la garantie. Une précision bien accueillie par Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie, en présence de son collègue de la Culture. Il faut soutenir ces jeunes. Il y a déjà un grand programme que le gouvernement a mis en place qui soutient déjà la création. Il y a déjà eu 111 brevets qui ont été donnés à tous ces jeunes et l'État met beaucoup de ressources tant au niveau du ministère de l'Industrie que de la Culture pour soutenir la création. Les inventeurs ivoiriens ont désormais une fédération dirigée par Dr Yohou Nyango. Pour la journée 2013, la réflexion a porté sur comment s'inscrire dans la perspective technologique de sorte à impacter le futur. Thème, la créativité, la génération du futur. Le Conseil national de l'initiative pour la transparence des industries extractives vient de publier son rapport 2011. Selon le document, les contributions directives du secteur des hydrocarbures au budget de l'État représentaient en 2011 près de 141 milliards de francs CFA contre 109 milliards de francs CFA en 2010. Le secteur des mines a contribué également au budget de l'État à près de 11 milliards de francs CFA. Rappelons que c'est en 2008 que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives et a obtenu son statut de pays candidat. On en vient maintenant à ce drame à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Un bâtiment abritant un complexe maquis situé en bordure de mer s'est écroulé. L'incident s'est produit le mercredi dernier et selon les témoins, il y aurait 2 victimes, dont un mort. Léon Brousse est rendu sur place. Attroupement à l'ancien complexe maquis, l'escale des Princes de Gonzagueville à Port-Boué, route de Gambassam. À l'origine, l'écroulement du bâtiment de ce complexe qui donne sur la mer. Cet écroulement de bâtiment, simple conséquence de la désuétude dans laquelle se trouve le complexe depuis son abandon en 2011, serait-il le résultat de l'érosion du sol provoquée, lui, par l'avancée de l'océan? La réponse de spécialistes en environnement. C'est le fait de l'avancée de l'océan parce que déjà en août 2011, on a eu à constater à Gonzagueville, c'est le même endroit, la mer a avancé plus de 30 mètres. Construire en bordure de mer, on fragilise déjà le sol. Et déjà, ça provoque cette érosion. Surtout que sur notre littoral, on a des côtes à falaises, des côtes rocheuses, des côtes basses sableuses. Sur cette zone-là, c'est très fragile. Les spécialistes en environnement voient une solution intermédiaire. Le déguerpissement des populations installées sur le littoral ivoirien, notamment celle de l'espace entre la mer et la route de Gambassam. Il s'agit de prévenir les pertes matérielles mais surtout humaines, comme celle enregistrée dans l'incident de Gonzagueville ce mercredi, 2 victimes selon témoins. Je vous conduis à Kouté, dans la commune de Yopougon, où les populations vivent un véritable calvaire. Il s'agit d'un problème de cohabitation. Cohabitation avec des eaux usées qui ne proviennent pas du village, mais des quartiers environnants. Et ces eaux, qui imposent leurs odeurs nauséabondes aux villageois, sont source de nombreuses maladies. Le reportage sur place de Lassina Ouattara. Cela fait une décennie que les villageois de Yopougon-Kouté respirent les mauvaises odeurs et se sont habitués aux eaux usées provenant des égouts des cités à proximité. Il y a tout le point de réseau qui est obstrué. D'autres personnes ont construit sur des regards, sur des égouts. Ces égouts sont fermés. Les populations de ce petit village en plein cœur d'Abidjan ne savent plus quoi faire, obligés de vivre dans cet environnement pollué. Cette eau-là nous fatigue beaucoup, c'est très pitoyable. Donc on ne peut pas vivre avec cette eau depuis pendant 20 ans passés.
Oui, j'ai fermé, je suis quitté là parce que bon, ça sentait beaucoup, et puis bon, les moustiques, je voyais que vraiment avec ça on ne peut pas avoir aussi une bonne santé, donc j'ai quitté le lieu pour trouver un autre coin. Des travaux avaient été lancés mais ont été arrêtés et depuis, plus de recherche de solutions. Cette eau usée va polluer notre seule source qui est là. Et avec la pénurie d'eau, c'est cette source-là que nous consommons jusqu'à présent. Donc voilà pourquoi on a demandé à ce qu'on fasse un avenant. La société a fait l'avenant et cela a été accordé, mais les fonds n'ont pas été décaissés. Jusqu'à présent, voilà pourquoi les travaux sont arrêtés depuis près de 6 mois. C'est une population de plus de 20 000 âmes qui crie ainsi son désarroi. Les habitants d'Adiopo-Doumé, toujours dans la commune de Yopougon, eux, sont heureux puisqu'ils vont avoir de l'eau, mais de l'eau potable. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, a tenu sa promesse. Les travaux relatifs à la réinstauration de l'eau courante dans le village sont en cours, c'est ce que nous dit Maïsako. D'ici 2 semaines, vos problèmes d'eau vont prendre fin. Tout le monde va... Promesse tenue de la part de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. L'on en veut pour preuve ce forage dont les travaux se poursuivent et qui permettra de désaltérer près de la moitié des habitants du village d'Adiopo-Doumé dans le quartier de Yopougon au nord d'Abidjan. Le manque d'eau potable dans cette localité s'est vu accentué par la crise post-électorale pendant laquelle des individus se sont adonnés à des vols de compteurs d'eau, occasionnant ainsi une pénurie d'eau courante dans le village. Aujourd'hui, un pas de géant a été réalisé. Ils ont respecté leur dit. Puisque la dernière fois où ils étaient venus, ils avaient dit qu'ils allaient nous donner de l'eau et en primo, ils allaient laver les tuyaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La dernière fois, ils ont fait venir de l'eau et ils ont lavé dans les tuyaux. Et avant-hier aussi, ils ont fait aussi laver aussi dans les tuyaux. Jusqu'à présent, ils ont respecté ce qu'ils avaient promis. Si la desserte en eau potable n'est pas encore effective dans la localité, ses habitants, eux, se contentent pour l'heure de l'eau provenant de la pompe publique. Il attache l'eau. Cette eau-là, je suis allé puiser à la pompe, la rue de village. Pour trouver l'eau là, c'est pas facile. De voir ça se gâte. Puis nous cherchons l'eau. Bon, s'ils ont réparé, c'est ça nous trouver l'eau. C'est avant-hier que maintenant ce dossier est venu. Bon, ils disent qu'on va laver le tuyau d'abord avant de nous servir. Ça, on attend. Une chose est certaine. L'ONEP a accompli sa part de responsabilité à travers la construction des forages. La SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour l'installation des robinets et compteurs à eau. Au dire des populations, dans un mois donc, chaque famille à Adiopo-Doumé devrait bénéficier de l'eau potable. Et je vous livre cette information que nous venons d'avoir. Les autorités académiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont fixé la fin des inscriptions au 15 mai prochain. La Fondation Génétique, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient de lancer le concours Inter-Grande École. Ce concours vise la promotion des inventions technologiques des étudiants issus des grandes écoles et universités publiques et privées. Plus de détails avec Gabriel Zani. Valoriser et promouvoir le génie africain, tel est l'objectif de la Fondation Génétique qui a lancé depuis le 15 mai dernier Génétique Startup à un concours de télé-réalité. Cette année, la phase finale du concours met en compétition de jeunes inventeurs et créateurs issus de 2 grandes écoles qui doivent démontrer le savoir-faire dans la gestion automatisée des feux tricolores à distance. Les 2 établissements finalistes vont proposer de façon respective le GeoSOS, qui est un système de sécurité, de géolocalisation qui envoie des alertes en cas de danger, et un autre qui est un projet important dans le domaine de l'agriculture, qui est un système d'arrosage automatisé à distance. Génétique Startup révèle les talents des étudiants évoluant dans les filières électroniques, biotechnologiques, des énergies renouvelables et des technologies de l'information et de la communication. Ce concours concerne les établissements privés ou publics qui fonctionnent selon les normes établies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous voulons également par cette initiative essayer avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est notre ministère de tutelle, c'est de rehausser le niveau de l'enseignement dans ces établissements maintenant. Le vainqueur de la finale ce samedi 27 avril gagnera entre autres des matériels didactiques et informatiques et participera au plus grand forum mondial des affaires dénommé Futuralia qui se tiendra en juin prochain à Istanbul, en Turquie.
Je vous invite maintenant à embarquer dans cette caravane qui sillonne présentement Yamoussoukro afin de permettre aux élèves de faire un meilleur choix de filières professionnelles. Cette caravane de sensibilisation et d'orientation vers les filières professionnelles va donner toutes les chances et possibilités aux élèves de s'orienter dans une carrière professionnelle de leur rêve. Reportage signé Ouattara Madou Walter, Chaltatou. Les élèves n'auront plus de difficultés pour le choix de leur orientation. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, à travers sa direction d'orientation des bourses, a initié en collaboration avec la direction des examens et concours une caravane nationale de sensibilisation et d'information sur le processus d'orientation. Yamoussoukro a abrité le lancement officiel de cette caravane. C'est une caravane qui sillonne en 5 axes majeurs et l'axe centre qui a fait la commune de Dimbokro, Yamoussoukro, ira bientôt à Boisflé et à Zenoula. Nous comptons viser une centaine d'établissements. Ici même à Yamoussoukro, il est prévu la création d'un lycée professionnel hôtelier. Les élèves apprécient cette initiative. Ça me réjouit parce que de fois qu'on a le BPC, nos parents ne peuvent plus nous soutenir. Et nous pouvons maintenant aller faire une formation. Ça, c'est bien. Ils nous ont montré vraiment, à part le BPC, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les possibilités d'entrer à l'enseignement professionnel. La caravane prend en compte aussi les atouts qu'offre la formation professionnelle aux élèves de la classe de 3e. Elle vient donc appuyer l'action des inspecteurs d'orientation. Une question. Comment redonner à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro ses lettres de noblesse? La nouvelle direction générale multiplie les initiatives pour la restructuration de l'Institut. Première retombée, 16 agences des Nations Unies s'intéressent à l'école. Elles se sont rendues sur place à Yamoussoukro pour s'imprégner non seulement des difficultés de l'Institut, mais apporter de l'aide. Patricia Omouitia. Des bâtisses qui, de l'extérieur, ont fière allure, mais l'envers du décor laisse entrevoir des fissures. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro est à l'épreuve du temps, tant au niveau des infrastructures que de la formation dispensée. Au XXIe siècle, on travaille avec les machines à commande numérique. On en encore avec les anciennes machines. Donc ça rend le travail un peu difficile. Ça fait qu'on est un peu déphasé, quoi. La nouvelle direction générale de l'INPHB est à la tâche pour redorer le blason de cet institut de référence en Afrique. Nous sommes dans la phase de recherche d'idées, de stratégies pour réhabiliter en profondeur l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Donc il est de notre devoir d'associer tous les acteurs possibles, y compris les agents du système des Nations Unies. Donc, nous leur avons demandé de venir ici à Yamoussoukro pour qu'on leur présente les activités de formation, de recherche et surtout d'assistance conseil qu'on pourrait développer auprès des entreprises. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire entendent contribuer à redynamiser l'INPHB. Cette école mérite qu'on l'aide et en tout cas pour ce qui concerne le Bureau international du travail que je représente, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un partenariat pour permettre à cette école de se mettre en rapport avec le Centre international de formation de Turin, qui quand même est un centre d'excellence. Il y a des partenariats concrets avec cette institution nationale polytechnique dans la réalisation de différents projets qui sont en cours, mais aussi dans la participation d'un programme qui est en train de se formuler sur l'emploi des jeunes dans différents domaines. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, l'INPHB a pu obtenir un financement de l'Agence française de développement en février dernier. On ouvre maintenant la page santé de cette édition avec cette rencontre des cancérologues à Abidjan. Ils viennent d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Réunis à Abidjan, ils vont parler de la lutte contre le cancer, une maladie qui prend une proportion inquiétante sur le continent africain. Et les cancérologues, pour venir à bout de la maladie, proposent la sensibilisation et la prévention. Attention, certaines images dans ce reportage peuvent choquer. Il souffre du cancer. Hachi est cloué dans son lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. Il y avait le foie qui avait augmenté de taille. Et puis ensuite, il y avait un tumeur.
au niveau du foie. Je lance un appel aux autorités pour m'aider à continuer le traitement. Dambélé, qui souffre aussi du cancer, appelle à l'aide. J'ai eu le cancer du foie. Ça me fait 15 mois que je souffre de cette maladie. On me dit que c'est une maladie très grave. Très grave, mais on n'a pas de prise en charge. On ne sait pas à quel sein il faut se fier. Le cancer, maladie silencieuse, évolue de manière inquiétante sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, environ 2000 nouveaux cas sont révélés chaque année. Il faut donc agir vite et maintenant. Les cancérologues l'ont compris. Venus d'environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont réunis à Abidjan. Il y a des mesures possibles pour éviter la survenue de ces cancers. Par exemple, ce que nous appelons les infections et les modifications tissulaires dues à un virus qu'on appelle HPV au niveau du col de l'utérus. Il est aujourd'hui possible de les mettre en évidence et de les traiter, ce qui permet d'éviter la survenue du cancer. Cancer du sein, du col de l'utérus, cancer du tube digestif. La liste est longue. Mais les spécialistes sont unanimes, on peut sauver le patient si un diagnostic précoce est fait. Sur la question du coût élevé du traitement, le gouvernement mène des actions. Les médicaments sont coûteux et disons que dans le cadre de partenariat avec le laboratoire, donc, nous essayons donc de faire en sorte que les médicaments soient accessibles à nos populations. Bien entendu, ça demeure encore cher, mais l'État fait des efforts pour que donc, les familles soient soulagées à ce niveau-là. Des actions qui devraient soulager les nombreux malades du cancer. Mais éviter la maladie par le moyen de la prévention reste le seul vœu des cancérologues africains. Direction Soubré, où la campagne de vaccination contre la poliomyélite se déroule. Les familles ont été invitées à présenter leurs enfants âgés de 0 à 5 ans pour recevoir le vaccin contre la polio. Patricia Omouetia. La cérémonie de lancement des journées de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu à Buyo, ville choisie par le district sanitaire de Soubré. Les séances d'information et de sensibilisation dans les villes de Soubré, Upoyo et Buyo ont pour objectif l'implication totale des populations et des autorités administratives et politiques, indique le directeur départemental de la santé, Ndri Raphaël. L'objectif du gouvernement est d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 95%. Pour une population cible d'environ 500 enfants, le district sanitaire de Soubré a mobilisé plus de 2000 enfants. Le préfet de Buyo, Djebidje Archil, exhorte les populations à surmonter les préjugés afin de mettre les enfants à la disposition des agents vaccinateurs. Pour donner l'exemple, les autorités administratives et politiques ont tour à tour administré le vaccin contre la polio aux enfants de 0 à 5 ans. Ce sont des ouvriers de l'industrie textile, furieux, armés de bambous et de bâtons, qui ont manifesté hier au Bangladesh. Ils étaient des centaines à défiler dans les rues pour réclamer l'arrestation et l'exécution des responsables de l'immeuble qui s'est effondré mercredi dernier dans la capitale Dhaka. L'immeuble, construit illégalement, abritait 5 ateliers de confection et s'est écroulé comme un château de cartes. Le dernier bilan s'élève à plus de 300 morts. Des dizaines de survivants sont encore bloqués dans les décombres. L'Italie est en passe de sortir d'une crise politique qui dure depuis plusieurs semaines. Convoqué mercredi 24 avril au siège de la présidence de la République, Enrico Letta, le numéro 2 du Parti démocrate, centre-gauche, a été chargé de former le futur gouvernement italien. À 46 ans, il va devoir composer l'équipe qui succédera au gouvernement technique de Mario Monti. Quel intérêt aurait Bachar el-Assad d'utiliser les armes chimiques? Les Américains qui jusque-là s'étaient montrés très prudents sur cette question ont affirmé avoir de fortes présomptions quant à l'utilisation d'armes chimiques par les forces loyales à Bachar el-Assad. Mais les États-Unis affirment pour l'heure il n'est pas question d'une intervention militaire en Syrie, mais d'enquête approfondie. En attendant, sur le terrain en Syrie, insurgés et forces loyalistes se jettent la responsabilité. On va terminer maintenant en sport, par le sport bien sûr, et la demi-finale de la Coupe d'Afrique des cadets, je vous le disais en début de journal, aura lieu à Marrakech, au Maroc. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria et ce sera l'opposition de la meilleure attaque
et de la meilleure défense. Retour sur le parcours des éléphantos avant cette grande finale avec Benson Pierraka. Pour être heureux, vivant caché, nous enseigne l'adage. Un adage que s'est approprié l'équipe nationale des cadets. Partis sans tambour ni trompette en Tunisie d'abord pour peaufiner leur préparation et au Maroc ensuite pour participer à la CAN de leur catégorie, les éléphantos se comportent dignement. Dans un groupe B composé aussi du Nigeria, du Ghana et du Congo et jugé infranchissable pour elle, la Côte d'Ivoire a réussi un nul 1-1 face au Congo. S'est imposé au Nigeria 1-0 avant d'assurer grâce à un autre nul blanc celui-ci devant le Ghana sa qualification pour les demi-finales. Cette qualification qui ouvre également la porte de la Coupe du Monde des cadets était déjà assez honorable pour une sélection dont on ne vendait pas cher la peau. Loin de s'en satisfaire, les éléphantos s'offrent le pays hôte, le Maroc, en demi-finale et rêvent maintenant du sacre continental. Pour cela, il faudra batailler ferme et vaincre à nouveau les cadets nigérians qui ont marqué, rappelons-le, 17 buts en 4 rencontres, soit une moyenne de 4,25 buts par match. La meilleure attaque est de loin de la compétition. Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est ce samedi à 17h30 au grand stade de Marrakech. Bonne chance au coach Kamara Ibrahim Kamso et à ses petits. Voilà, et cette rencontre est bien la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets qui aura lieu, vous l'avez entendu, aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. Avant de nous séparer, retenez qu'à partir du 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région du Tonkpi. C'est sa deuxième visite dans l'Ouest depuis son accession au pouvoir. Et l'un des faits majeurs de cette visite est la tenue d'un conseil des ministres sur place dans le Tonkpi. Merci à vous tous de votre attention.